Voilà, Nicaragua, c'est vraiment le pays des lacs et des volcans. Et il y a des volcans actifs. Tu peux voir un lac de lave, volcan Masaya, incroyable. T'as une île volcanique dans un lac d'eau douce, incroyable. Enfin, quand tu réfléchis, c'est C'est incroyable, quoi. fou. Une île dans un lac d'eau douce et l'île, elle est constituée de 2 volcans. Fou. Enfin, c'est un pays Mais ça te fait pas un magique. peu peur, ça, justement? Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux 4 coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur 2, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat qui cette fois va vous emmener dans un pays qu'on va surnommer le pays des lacs et des volcans. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur ce pays. Comment tu vas, chère invitée ? Très bien. Et hâte de pouvoir partager sur ce pays incroyable. Eh ben d'ailleurs, en parlant de ce pays, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et auditeurs et nous dire quel est ton prénom, ton âge, la ville où tu te trouves actuellement ? Alors, je m'appelle Lauriane, j'ai 28 ans et demain 29, bientôt. Et je me trouve actuellement à Choisy-le-Roi, à côté de Paris, et non en France. Mais tu vas nous parler du Nicaragua. Voilà, super. Et ben écoute, bon anniversaire en avance. Merci. D'ailleurs, toutes celles qui nous écoutent, n'hésitez pas, quand il sortira, ce sera quelques jours après son anniversaire. Donc, si vous voulez lui laisser un petit mot sous le post du podcast, ça fera toujours plaisir. Donc, Lauriane, avant qu'on commence à découvrir un peu ton expérience d'expatriation et le Nicaragua, j'ai préparé une petite question de série vrai ou faux. Est-ce que tu es prête ? Prête. Super. Alors, première question. Il n'y a jamais eu de femme dans le milieu politique du Nicaragua. C'est faux. Correct. D'ailleurs, donc, j'ai voulu faire ce point parce que apparemment, Violeta, alors je vais essayer de bien le prononcer, Chamorro, était présidente de 1990 à 1997. Elle est connue pour avoir ramené la paix dans le pays après la guerre qui se surnomme la Contra. Si j'ai bien compris, c'était une révolution sandiniste qui pour moi, correct-moi aussi si j'ai faux, mais c'était l'affrontement de différents partis en fait politiques, on va dire. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça fait... a vu Somoza tomber. Voilà. Un dictateur. Super. Et donc ça fait d'elle la première femme élue à la tête d'un État en Amérique. Alors ça, je savais pas, mais que c'était la première femme élue à la tête d'un État en Amérique, mais oui, elle a été présidente. Voilà, donc j'étais obligée de faire cette petite précision dans le podcast parce que bon voilà, oui. Tout ce qui met en avant les femmes, il faut le mettre en avant. Donc deuxième question, les rues n'ont pas de nom et les maisons n'ont pas de numéro. C'est vrai. Donc il faut que tu me racontes parce que franchement je me dis comment c'est possible. Oui. Alors c'est pas propre au Nicaragua, je sais que c'est comme ça en Amérique centrale, latine, je ne sais pas, c'est partout pareil. Mais au Nicaragua, pour se retrouver, on prend un point d'intérêt, un point que tout le monde est censé connaître, genre de l'église, il y a eu 3 quadras, donc 3 pâtés de maison à l'est, au nord, au sud, etc. Voilà, c'est à partir d'un point d'intérêt quoi, de la ville. Alors c'est drôle parce que parfois on se retrouve avec des adresses qui sont où était l'école un tel, 3 pâtés de maison à l'est. Mais bon, c'est bien si tu ne sais pas où était l'école, mais bon, dans ce cas-là, le mieux c'est de demander aux locaux. Voilà. Mais si moi par exemple, je voulais t'envoyer une carte postale, j'aurais écrit quoi dessus ? Pour là où je vis ? Oui. Alors moi, c'est du kilomètre 34 de la panaméricaine, 2 kilomètres à l'est, par exemple. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de boîte aux lettres. Je n'ai jamais fait l'expérience parce que
J'avoue que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais testé d'envoyer moi-même ou de recevoir parce que je crois que c'est trop compliqué. Mais voilà, c'est complètement vrai et c'est drôle, mais après on se fait. Et comme ça, il faut aller vers l'autre pour demander. Voilà, ça nous oblige finalement parfois à aller vers les personnes, quoi, pour demander notre chemin. Tu t'es pas trouvé trop souvent perdu quand même? Non, parce que finalement, comme Google Maps, c'est notre ami, il y a quand même beaucoup de choses qui sont indiquées dessus. Et après, il faut demander quand on ne sait pas, il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur de demander et les gens sont adorables. Ok, bah moi qui veux pratiquer mon espagnol, ça peut être un beau pays où aller du coup. Exactement. Mais c'est complètement vrai, c'est drôle, c'est cocasse. Super. Bah écoute, troisième question, et c'est la dernière. Le Nicaragua est le seul pays au monde qui ne produit pas d'énergie renouvelable. Alors ça, je ne sais pas. Alors je dirais faux, parce que je sais qu'il y a un parc de panneaux solaires et d'éoliennes. Donc après... Eh ben c'est faux, tu as raison. Donc justement, même si ça semble être le pays le plus pauvre d'Amérique centrale, il produit plus de 50% d'énergie renouvelable versus 13% aux États-Unis par exemple. Et donc le Nicaragua, comme la Suède, est un des exemples de la voie à suivre quant à la production d'électricité. Et effectivement, ils ont des parcs éoliens, géothermiques, hydroélectriques. Et j'ai même cru comprendre que les sucreries aussi produisaient des énergies renouvelables. Eh ben, merci. Tu m'apprends quelque chose. J'avais cru apercevoir, voilà, j'ai aperçu des parcs éoliens, panneaux solaires, etc. Mais je ne savais pas que c'était 50%. Eh ben, écoute, c'est pour ça justement que j'ai fait cette petite série dans la saison 5, parce que moi déjà, ça me permet d'apprendre plus de choses sur les pays. Et en général, c'est des trucs qui sont super intéressants et auxquels on pense pas. Ouais. Donc du coup, voilà. Eh ben écoute, maintenant que j'ai fini ma petite session sur ce pays, je vais te laisser la parole. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière, nous dire qui tu étais avant de partir au Nicaragua, quelles étaient tes études, ton style de vie, d'où tu viens, etc. Et tout doucement, ça va nous mener au Nicaragua. Alors, avant le Nicaragua, j'étais une jeune femme qui travaillait dans le handicap. Je travaille toujours, c'est toujours mon dada. J'ai fait des études de psychologie, une licence. Voilà, je suis allée au bout de la licence. Et en parallèle, très rapidement, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le handicap parce que j'aimais trop ça. J'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'aimais trop travailler, je n'aimais pas étudier. J'ai été prise en master de psycho. J'ai fait mon premier mois et puis j'ai vite abandonné pour travailler à plein temps dans l'association dans laquelle je travaillais déjà, une association de loisirs pour personnes en situation de handicap. Donc, je créais des journées de loisirs sur Paris, en Île-de-France, des week-ends en France, pour des enfants, ados et adultes en situation de handicap mental et ou moteur. Voilà. Avant ça, j'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager. Donc, finalement, grâce à mes parents qui sont des grands voyageurs, et puis des voyageurs un peu... roots, quoi. Je pense que c'était les backpackers d'avant, d'il y a 30 ans. On fallait faire plus vieux que ce qu'ils sont, 30 ans. Non, 40 ans même. Ils ont dû commencer il y a 40 ans. Voilà, donc j'ai été élevée avec cette passion et cette envie du voyage, pas des vacances, je dirais vraiment du voyage, de découvrir le pays vraiment. Je critique aucune forme de voyage, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai été élevée là-dedans, quoi. Pas aller au contact de la population, pas aller en hôtel, etc. Et du coup, finalement, ce travail, j'ai fini coordinatrice dans l'association, c'était assez génial parce que j'ai aussi créé des séjours, des vacances pour des adultes en situation de handicap. C'est extra, quoi, finalement, d'allier la passion du voyage et ma passion d'accompagner des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu sais d'où viendrait cette passion justement pour les handicapés? Est-ce qu'il y a une personne dans ta famille qui est touchée par ça ou pas du tout? Franchement, j'y ai réfléchi plusieurs fois et non, j'ai pas dans ma famille très proche. Très proche, non. Mais j'ai toujours été élevée avec le fait que le handicap soit normal. Ma mère travaillait Pôle emploi de la NPE, c'est une agence qui aide les personnes à trouver du travail en France. Et quand j'étais petite, elle était spécialisée pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc elle nous racontait. Et en fait, c'est devenu normal, quoi. C'est devenu une normalité. On a été élevés avec ma sœur comme quelque chose qui est normal. C'est pas grave d'être différent, en fait. C'est même normal d'être différent. Voilà. Et je pense que c'est ça dans mon entourage. Quand j'étais petite, j'avais un copain qui avait un frère en situation de handicap lourd. Et en fait, j'ai grandi en même temps que lui et que son frère. Et puis c'est comme ça. C'était normal de le voir lui baver, de le voir lui ne pas tenir sa tête. C'était pas grave, en fait. C'était comme ça. Pour des personnes qui sont jamais, qui n'ont jamais été amenées peut-être à croiser des handicapés, on en croise dans la vie de tous les jours, mais le vivre au quotidien, c'est complètement différent. Mais je crois que je sais pas, j'aime me dire que c'est dans mes gènes. Je sais pas, voilà, j'aime un peu me dire et que c'est un petit peu dans mes gènes. Et très rapidement, à 10 ans, oui, je voulais ouvrir un centre pour personnes en situation de handicap. Super. Et donc, du coup, comment t'en es arrivée à partir au Nicaragua?
C'est chouette de travailler dans une association, c'est chouette de travailler avec des personnes en situation de handicap, mais c'est très prenant, c'est mal payé, on va pas se mentir, hein, c'est très mal payé par rapport à la charge de travail, la charge de responsabilité qu'on a. Et du coup, j'avais juste besoin de prendre l'air quelques mois avant de repartir dans la vie active en France, dans le handicap. Voilà, j'avais même déjà trouvé un poste, d'ailleurs j'avais une promesse d'embauche dans un poste plutôt bien payé, ce qui est relativement rare pour le souligner. Et voilà, c'était juste partir 3 mois, faire le Salvador, le Nicaragua, où j'avais prévu de m'arrêter 1 mois pour apprendre l'espagnol, et ensuite le Costa Rica, et puis rentrer. 3 mois, voilà, tout ça. Sortir de ma zone de confort, apprendre un peu la langue. J'aimais pas du tout apprendre les langues à l'école, donc vraiment sortir de ma zone de confort, changer, oublier le handicap. Est-ce que tu t'étais un peu préparée justement à ce voyage ou c'est un peu arrivé du jour au lendemain? C'est un peu arrivé du jour au lendemain. Mon contrat s'est terminé en janvier 2018. C'est drôle parce que symboliquement, ça s'est terminé le 17 janvier 2018, je crois, et mon avion pour le Panama et ensuite le Salvador était le 18 janvier 2018. Alors, je savais que j'allais partir 2 mois avant, donc je crois que j'ai pris mes billets pour le Salvador, allez, style 2 mois et demi, 3 mois avant, quoi. Voilà. T'avais quand même un peu d'argent de côté, du coup? Oui. Ah, ben, j'ai travaillé, là, j'ai 29 ans, donc j'avais 25 ans, j'avais travaillé quasiment non-stop depuis 18 ans. Depuis mes 18 ans, je m'étais consacrée au boulot. J'avais des vacances, bien sûr, mais j'avais fait un seul gros voyage avant, 3 semaines en Mongolie et 1 semaine en Guadeloupe pendant 6 ans. J'avais travaillé, en fait. Oh, wow. Travaillé, voilà. Et est-ce que du coup, tu avais ton appartement, toutes tes affaires, tout ça, c'est... Non. J'étais en coloc, donc j'ai eu la chance. En plus, c'est très bien, ça. C'est comme quoi tout arrive au moment où ça doit arriver. La coloc se terminait, fallait qu'on quitte la maison 2 mois avant, voilà. J'ai la chance d'avoir mes parents qui m'ont permis de stocker mes affaires, mais je n'avais pas grand chose, quoi. Voilà, j'avais sinon pas trop de biens matériels, quoi, à part les affaires que t'as, quoi, des habits, des souvenirs, des décos, quoi. Mais voilà, j'avais pas d'autres gros biens matériels à moi, donc j'étais libre et j'ai la chance d'avoir mes parents qui ont stocké, voilà, mes affaires. Super. Ouais, c'est marrant, comme tu dis, comme les choses, la fin de ton contrat, la fin de la coloc. Et du coup, exactement. Moment parfait. Exactement. C'était le moment de partir. Et est-ce que tu te souviens dans quel état t'étais juste avant de partir, justement? J'étais très stressée parce que je partais dans un pays où je ne parlais pas la langue, dans un pays, le Salvador, quand même, qui a une très mauvaise réputation, faussement d'ailleurs. Et après, une fois que j'étais dans l'avion, je me rappelle, pour le Panama, m'être sentie libérée et pleine d'énergie et forte. Je me rappelle avoir eu ce sentiment quand je suis arrivée à Panama, je ne parlais pas espagnol, hein, mon anglais est très mauvais. Les personnes en situation de handicap, la majorité avec qui je travaille ne parlaient pas. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas pratiquer ni mon anglais, ni mon allemand, ni mon italien, ni mon espagnol, plutôt le langage des signes. Et tout s'est bien passé. Et est-ce que tu t'as fait quand même un peu, enfin, tu avais un peu des bases, parce que moi, par exemple, j'ai jamais étudié l'espagnol à l'école, donc du coup, j'ai 0 base, quoi. Pas du tout. J'ai fait allemand, anglais et italien. Ok. Voilà, au lycée, au collège, au lycée, non, absolument pas. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Je veux dire, je me suis pas du tout formée, rien. Ok. Et donc, du coup, t'es partie comme ça au Panama et bam. Voilà, Salvador, premier pays. Le Panama, c'était juste 24 heures pour prendre la connexion. Salvador, génial. D'ailleurs, je recommande le Salvador. C'est un pays extraordinaire. Les gens sont incroyables. Ouais, on a parlé récemment, quand j'étais au Mexique, j'ai rencontré une Française qui justement revenait du Salvador et elle disait ce qui était intéressant, c'est que t'as la grande ville et tu peux aller 30 minutes d'un côté, t'as la montagne, 30 minutes de l'autre côté, t'as la mer. Donc... C'est pépite ce pays, c'est vraiment un pays incroyable. Voilà, mais bon, j'avais prévu que 15 jours et puis comme j'avais booké, voilà, là, je crois que c'est le seul truc finalement que j'avais booké, c'était 1 mois dans l'école espagnole, je me devais d'aller au Nicaragua, mais je suis retournée après un petit peu au Salvador tellement j'ai aimé. Ok. Et donc, comme tu viens de le dire, t'avais booké quand même 1 mois dans une école espagnole au Nicaragua. Ouais. Ok. Ouais, je crois que c'était vraiment pour sortir de ma zone de confort, parce que je savais que pour moi, j'étais partie que pour voyager 3 mois. Mais je sais pas. C'était aussi le moyen d'arriver dans des pays qui sont complètement inconnus, complètement inconnus. Et du coup, l'école d'espagnol proposait le week-end de sortir, de découvrir un peu le Nicaragua, quoi, faire des journées. Donc, ça permettait une première approche avant de se lancer seul, quoi, au Nicaragua, en sac à dos. Et donc, du coup, pour arriver dans ces pays comme ça, est-ce que t'es juste arrivé avec un visa touriste? Pas besoin. Tu l'as en fait en arrivant à l'aéroport. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier à savoir. Il y a un accord entre le Nicaragua, le Salvador, le Honduras et le Guatemala. C'est la zone C4, donc des 4 pays. Et quand tu rentres dans un des 4 pays par voie terrestre, aérienne, peu importe, fluviale, tu as le droit à 90 jours en tant que touriste. Dans les 4 pays confondus, donc faut faire attention. Tu peux prolonger ton visa sans sortir de la zone C4. Il faut aller dans les bureaux de migration des pays, quoi. Il faut voir, il faut se renseigner. Voilà, t'as pas besoin de faire une demande au préalable.
de visa. Non, non, en fait, tu as ton visa de touriste quand tu arrives. Spécificité du Nicaragua, ils te demandent $10 quand tu arrives. Ça coûte $10 le visa touriste, mais ils te donnent un petit papier là. Voilà. Ça va. Mais c'est tout, tu le payes quoi, en arrivant. Ok, et donc toi, même le fait que tu allais à l'école, c'était pas nécessaire? Non, 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 non. Le plus simple, je crois, même si tu fais un volontariat, c'est de dire que tu es en touriste, quoi. De pas forcément, je crois que le plus simple, ouais, franchement. Tu dis pas que tu vas faire des trucs un peu qui potentiellement pourraient demander un visa. Mais normalement, non, il n'y a pas besoin. Tu dis que tu es touriste, quoi. Ok. Et donc, du coup, tes premiers jours au Nicaragua? Ça fait longtemps que je me suis pas plongée là-dedans. Il faisait alors chaud. Bon, ça, j'étais dit au Salvador, il faisait déjà très chaud, donc ça va. Je suis arrivée en avion. J'ai fait Salvador-Nicaragua en avion parce que mon père était effrayé que je traverse l'Honduras, chose que j'ai faite un nombre incalculable de fois ensuite. Tout se passe très très bien en frontière terrestre, quoi. Via voie terrestre, ça se passe très bien. Donc je me rappelle avoir été impressionnée déjà de voir le vert et la ville. Il y a beaucoup de vert au Nicaragua, c'est très très vert, même la capitale. Et alors j'étais dans une école d'espagnol qui était un peu loin de la capitale, en banlieue de la capitale, mais en plein milieu de la nature, et j'étais contente. Je suis allée dans une école d'espagnol où beaucoup parlaient anglais. Il y avait énormément d'États-Uniens. Et moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'anglais. Du coup, je me suis dit, bon, il va falloir que je parle espagnol, quoi. Voilà. Et français, mais il y avait quasiment pas de français. Je crois que quand je suis arrivée, il y en avait pas. Donc, je me suis dit un peu où est-ce que je suis, un peu stressée, mais finalement, après, hop, tu commences les cours et puis ça se passe, quoi. Est-ce que tu te souviens à peu près le coût d'un mois dans une école comme ça? Alors, j'avais payé $300 US, donc américains, par semaine. J'étais logée en famille. J'avais 3 ou 4 heures de cours par semaine du lundi au vendredi. Donc, 20 heures, ouais. Et l'après-midi, je faisais du volontariat. Et j'étais logée en famille, nicaraguayenne. Donc voilà, ça m'a coûté $300. Je crois que c'est vraiment pas le moins cher. Mais ça avait des bons avis. J'avais un peu peur. Enfin bon, voilà, pour être assurée. Voilà, donc 300, 1200. Est-ce que c'est une expérience que tu recommandes? De prendre des cours d'espagnol, oui. Je vais pas recommander l'école d'espagnol pour différentes raisons, celle-ci. Mais prendre des cours d'espagnol, carrément. Et je crois que c'est finalement en côtoyant, là, dans ce cas-là, les Nicaraguayens, que c'est là que tu apprends l'espagnol, quoi. Les cours, c'est bien. Mais très honnêtement, je n'ai pris que ce mois de cours d'espagnol. Je n'ai plus jamais repris de cours d'espagnol derrière. Okay. Et j'ai énormément appris en écoutant, en parlant, en fait, en se forçant, quoi. C'est marrant parce que juste avant l'épisode avant toi, donc ça c'est vraiment un pur hasard, mais c'était Nancy qui est partie en Équateur il y a 22 ans et elle a fait pareil que toi en arrivant. Elle s'était inscrite dans une école et elle était aussi hébergée par une famille d'accueil. Et elle disait qu'au final aller à l'école c'était pas forcément ça qui lui a appris le plus, mais c'était vraiment d'être en contact avec les gens. Complètement. Donc peut-être enfin moi c'est quelque chose que j'envisage parce que pour toutes celles qui nous écoutent je suis en train d'essayer d'apprendre l'espagnol, mais je me dis pourquoi pas arriver et juste faire du bénévolat en fait plutôt que d'aller à l'école. C'est juste aller directement bénévolat, famille d'accueil et éviter de payer les frais d'école en fait. Pourquoi pas? Moi j'avoue que ça m'a quand même bien aidé. Moi ça m'a bien aidé. Après moi je demandais à mon professeur qui était bilingue anglais-espagnol de me parler uniquement en espagnol parce que je parlais très mal anglais, donc je lui dis ça me sert à rien, je comprends rien. Et voilà, moi j'étais quand même contente d'avoir un petit peu ces bases en termes de grammaire. Des fois ça me manque. Oui. C'est la grammaire, la conjugaison qui me manque. Voilà, je sens que parfois je suis encore un peu limitée, quoi. Mais voilà, bon, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est s'immerger complètement dans un environnement hispanophone et vraiment au max, quoi. Voilà. Super. Et donc, du coup, toi, t'es vraiment tombée amoureuse du Nicaragua? Eh ben, pour tout vous dire, j'ai préféré le Salvador. J'ai eu un gros coup de cœur pour le Salvador. Mais pour le Nicaragua évidemment. Mais j'ai réfléchi au début je sais pas, très vite je me suis dit tiens, pourquoi je m'installerais pas entre le Salvador ou le Nicaragua. Et en fait c'est que le Nicaragua j'ai fait un volontariat en même temps que mes cours d'espagnol auprès de personnes en situation de handicap. Hein, évidemment c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette école parce que j'avais vu qu'ils avaient un programme. Et en fait là je me suis rendu compte de la précarité dans laquelle étaient les personnes en situation de handicap. Au Nicaragua, là, pendant ce mois-là, c'est génial. Hein, ce que fait l'école, c'est top. Ils le font toujours et c'est génial. Mais il y a tellement de besoins. Du coup, je me suis un petit peu informée. Je suis allée un peu creuser et tout, parce que c'est ce qui m'intéresse. Hein, même si on veut s'en sortir. Enfin, je voulais couper avec ça. Finalement, on y revient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de besoins. Il y a des choses qui sont mises en place et c'est hyper chouette. Mais il y a énormément de besoins. Et en fait, depuis très petite, j'avais un projet de monter une ferme où j'accueillerais des personnes en situation de handicap. Je voulais le faire en France, j'allais dire évidemment, dans le sud-ouest. Et puis, la réalité de la France fait que très vite, je me suis, vers 23, 24 ans, je me suis dit que ce serait compliqué, très compliqué.
financièrement, administrativement parlant, c'est très compliqué. De faire, moi j'imagine quelque chose d'idéalisé, quoi, un peu mon Eldorado, donc j'ai envie de faire tout pour le réaliser. En France, c'est très compliqué. Et en fait, je sais pas, très rapidement, j'ai verbalisé le fait de le monter au Nicaragua. J'étais avec des filles, un archipel très méconnu au Nicaragua qui s'appelle Archipel Solentiname. Et là-bas, je me rappelle avec ces deux nanas que je connaissais depuis même pas une semaine, je leur dis mais pourquoi je ne ferais pas ce projet? On parlait de nos vies un peu très voilà, de nos projets. Je me dis mais pourquoi je ne ferais pas ce projet au Nicaragua? Donc ça arrivait très rapidement finalement de verbaliser ça. Ces filles étaient de France aussi ou elles étaient C'était des Françaises. Des Françaises, ouais. Que j'avais rencontrées sur Facebook, sur les groupes là, de voyageuses, quoi. Ouais, j'ai envie d'aller visiter la région du Rio San Juan, mais toute seule, je me le sens pas trop et tout. Et elles s'étaient proposées, ok, on s'est retrouvés dans une auberge de jeunesse à Managua, et le lendemain, on prenait un 8 heures de bus et pour faire une semaine et plus si affinité de voyage ensemble dans une région très peu touristique. Génial. Ah ouais, c'était génial. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour celles qui nous écoutent. Il y a un groupe Facebook qui est animé par Mélanie que j'avais interrogée, c'était il y a plus d'1 an et demi. Je l'aide aussi à animer ce groupe qui s'appelle Ose voyager seul. Et justement aussi, le but c'est d'oser voyager, mais si vous vous retrouvez dans des situations similaires où vous avez quand même vraiment trop peur de sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à mettre justement une demande comme ça sur ce groupe, parce qu'en général, il y aura toujours une femme quelque part dans le monde qui risque de vous retrouver, et ça c'est vrai que c'est génial quand même de pouvoir se retrouver. C'est top. Ouais, c'était vraiment chouette. Donc super. Donc là l'idée t'est venue, t'es entre françaises, tu mets des mots sur une idée de projet, mais du coup comment on commence à démarrer justement la machine pour que ce projet se réalise? Alors, il faut savoir que à la fin du mois de mars, je rejoignais mes parents au Costa Rica pour soi-disant 15 jours au Costa Rica. Et l'idée, après, c'était qu'on rentre tous ensemble en France, quoi. Boucler mes 3 mois. J'ai rejoint mes parents au Costa Rica, mais déjà 15 jours avant qu'ils arrivent, je leur ai dit, papa, maman, je vais rester plus longtemps. Il faut que j'ai des trucs à faire en Amérique centrale. J'avais de l'argent de côté, j'avais des engagements de travail, mais que pour le mois de juillet-août. Donc, il me restait finalement 3 mois devant moi, quoi. Donc, ça a été dur, mais bon, bref, on s'est retrouvés au Costa Rica, on a voyagé 15 jours ensemble, c'était chouette. Ils ont découvert l'Amérique centrale. Et ensuite, je suis restée au Costa Rica. Et puis, l'idée, c'était que je remonte jusqu'au Guatemala et que je reprenne mon avion retour qui était depuis le Costa Rica 3 mois après. Bon. Et entre-temps, je voulais repasser au Nicaragua dans l'école d'espagnol juste pour fêter mon anniversaire. Ça tombait là dans ces dates. C'était il y a 4 ans pile, quoi, franchement. Rester une semaine et puis après remonter au Salvador que j'avais aimé et découvrir le Guatemala dont j'avais entendu beaucoup de bien. Sauf que une crise politique est arrivée au Nicaragua. On va dire qu'il y a eu des premiers morts les 18 et 19 avril donc 2018. J'étais au Costa Rica, j'avais des connaissances nicaraguayennes qui me disaient ne reviens pas au Nicaragua, on sait pas ce qui se passe, c'est le bazar. Dès que j'ai pu, je voulais aller les voir, j'étais super inquiète et donc dès que j'ai pu, fin avril, je suis retournée au Nicaragua alors tout le monde fuyait le pays. Et je suis retournée dans l'école d'espagnol, qui était un lieu quand même préservé, etc. Et là, en fait, je suis restée finalement pendant 3 mois. Jusqu'à, en fait, mon avion retour en juin. Un peu moins de 3 mois, pardon, 2 mois. Jusqu'à mon avion retour. Et donc là, j'ai connu le Nicaragua, si je puis me permettre, à feu et à sang. Enfin, c'était assez dur en 2018. Il s'est passé des choses très moches. Et en fait, j'ai découvert finalement une facette du Nicaragua que je suis très heureuse d'avoir découvert. C'est vrai? Contre toute attente. Mais oui, parce que je parlais de m'installer au Nicaragua avant de connaître ça et imaginer un petit peu finalement, je sais ce qu'est le Nicaragua en fait. J'ai conscience maintenant, en vivant là-bas, j'ai conscience de l'instabilité politique. Hein, il faut mettre des mots sur ce que c'est. Et je l'ai vu, j'ai entendu j'ai entendu les balles, j'ai entendu les bombes, j'ai entendu les explosions, etc. Attention, hein, le Nicaragua est un pays extrêmement sécuritaire, il y a plus de soucis. C'était tout ça, voilà, c'était pour pas dire des mots que je pourrais avoir des problèmes. Et bon, disons que les oppositaires au gouvernement n'étaient pas armés, voilà. Donc je vous laisse deviner qui l'était et qui faisait des morts. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Mais du coup, j'avais conscience, j'ai vu un peu le Nicaragua sous son pire visage, tu vois. Et du coup, ça m'a pas effrayée. J'ai été là bloquée. Enfin, si, ça fait peur. Hein. Je pense que je suis revenue en France assez traumatisée, évidemment. Mais moi, voilà, j'ai pas vu ça directement. Vous voyez, j'ai pas vu d'armes face à moi, pointées sur moi, hein, pas du tout. Et en fait, j'étais comme dans un petit cocon dans cette école espagnole et j'ai passé énormément de temps en journée à discuter avec des gars, des Nicaraguayens, quoi, un peu de ce qui se passe, de faire du volontariat. En fait, finalement, j'ai fait que du volontariat après pendant 2 mois là dans l'école espagnole sans prendre de cours.
Et là, j'ai tellement appris sur le Nicaragua, sur la culture, sur le fait de parler la langue, etc. Et c'est là où j'ai rencontré maintenant mon associé, quoi. Voilà, un gars nicaraguayen qui m'a dit, et c'est trop chouette, on parlait comme ça, voilà, de nos projets, quoi. Et puis lui, il voyait son avenir complètement bouché, quoi. Ils voyaient tous leur avenir, il voyait plus d'avenir, en fait. Et donc on parlait un peu comme ça, des conversations générales, quoi, avec d'autres, nos rêves, etc. Et ça lui est resté dans un coin de la tête. Mais du coup, associé ou associé plus si affinité? Associé. Juste associé. Ouais. Pas plus si affinité, associé. Et alors associé, c'est pas bien grand mot, parce qu'on est toujours pas légaux, mais ça viendra un jour. Et voilà. Et juste une petite parenthèse, la vie sur place, du coup, parce que tu disais que tu t'es pas payé, c'était du bénévolat, mais financièrement, c'était pas très cher de vivre sur place? Là, par exemple, je donnais $100 par semaine et j'étais nourrie, logée, blanchie. Oh, waouh! Donc finalement, je faisais du volontariat, mais très honnêtement, pendant ces moments-là, c'était plus des grandes discussions. Enfin, on va pas se mentir, il y a tout qui était à l'arrêt, quoi. Donc je passais du temps avec les gars et les filles. Finalement, je sais que ça leur change un peu les idées, ça leur faisait du bien d'avoir un étranger qui était là. Bon, après, voilà, j'étais nourrie, logée, blanchie. Bon, je payais ma carte SIM Internet, qui coûte que dalle. Au Nicaragua, tu peux avoir Internet pour, je sais pas, moins de 10 euros, quoi. La carte SIM plus Internet, appel, etc. Enfin, appel nicaraguayen. WhatsApp illimité, les réseaux sociaux pour 10 euros par mois. Super. Donc, je payais ça, quoi. Voilà, j'ai envie de me payer des petites boissons en plus, des trucs comme ça, mais... Super. Et donc, du coup, pour monter ce projet, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Parce que là, du coup, t'as dû revenir. Donc, Voilà. Vivre à l'étranger, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Donc là, on était en juin 2018, je reviens en France, je travaille, je reviens un mois en septembre 2018, un mois. Donc le contrat juillet-août, on l'oublie? Ah si, je suis revenue en France juillet-août pour travailler. Okay. Boum, je suis repartie un mois, j'avais un autre contrat en octobre que j'ai fait, et après, en fait, je me suis dit, quand je suis revenue, après mon contrat d'octobre, là, je me suis dit, il faut que je passe du temps au Nicaragua, mais du temps posé quelque part pour voir si vraiment la vie, quoi, pas le voyage, pas les paillettes, etc., ça peut me plaire. Et donc en mars 2019, donc jusqu'à mars, en fait, j'ai fait des petits contrats dans le handicap, c'est facile de trouver du boulot comme ça, à droite à gauche. En mars 2019, je reviens là-bas, sans billet retour, sans intention de revenir, sans contrat, sans engagement en France. Et j'ai fait du volontariat long, qui m'a permis, là, pareil, de pratiquer mon espagnol, de découvrir Léon, une superbe, magnifique ville au Nicaragua. Et en fait, en août 2019, je prends un billet d'avion pour rentrer en France, avec un retour au Nicaragua. Donc, je prends un aller-retour au Nicaragua-France pour dire au revoir à ma famille et pour dire papa à maman. En septembre, la mi-septembre, voilà, dans un mois, là, quand je rentre au Nicaragua, je vais chercher du boulot. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé. T'as cherché à distance ou sur place? Non, j'ai cherché sur place. Enfin, quand j'étais en France, j'envoyais en fait des candidatures spontanées, mais dans les organismes français. Lycée français de Managua, Alliance française, voilà, qui pouvaient se faire. Et en fait, j'ai été appelée, j'étais encore en France, j'ai été appelée par la directrice du lycée français qui cherchait, voilà, il cherchait quelqu'un. Donc, je lui ai dit, moi, là, je rentre à telle date, quoi, je peux pas être là, je vais pas bouger mon avion, quoi, et genre dans 2 semaines. Et donc, j'ai commencé début octobre 2019 en tant qu'enseignante institutrice au lycée français de Managua en moyenne section de maternelle. Alors que tu n'as aucun diplôme d'institut? Non, licence de psycho, et j'ai bossé avec des personnes en situation de handicap. Bon, c'est vrai que qui se rapproche, on va dire, un peu du niveau de la maternelle, sans aucun... Oui. Je veux dire, c'est pas du tout négatif, ce que je dis, c'est comme ça, ils sont comme ça. Et c'est la réalité. Je les aime de tout mon cœur. Voilà, donc en fait, j'étais en contrat local, donc pas de salaire d'expat, pas du tout. En salaire de locaux, un tout petit peu plus élevé, et encore une des preuves des mauvaises choses qui se font, des mauvaises pratiques. Parce que j'étais blanche, j'étais mieux payée que les professeurs nicaraguayens en contrats locaux qui étaient, eux, diplômés professeurs, enseignants, bref. Voilà. Et donc là, ça m'a permis d'accéder quand même à un visa de courtoisie. Ça m'a permis d'accéder à une vie un peu plus simple. Vous voyez, j'étais plus touriste. Mais du coup, juste pour revenir un peu, donc tu étais en visa de courtoisie, ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle comme ça. C'est un visa de courtoisie qui est délivré parce que je travaillais en fait officiellement pour l'ambassade de France. Ok, est-ce que tu peux nous donner à peu près une idée du salaire versus le loyer par exemple et le coût de la vie sur place? Alors, bien sûr. Donc moi, je logeais à Managua. J'étais en coloc. Je payais, je crois $200, peut-être 100. Entre 170 et $200 par mois. Et j'avais un salaire de $800 par mois. Ok, donc ça fait... Donc ça paraît, c'est un beau salaire pour Nicaragua. Tu peux vivre bien.
Tu vois, si t'as pas des projets à côté, c'est-à-dire que juste ton kiff, c'est voilà, tu peux vivre bien, quoi, te faire plaisir si tu manges local, hein, et que tu t'achètes pas qu'à emporter. Tu peux bouger parce que ça coûte très peu cher de voyager au Nicaragua. Donc si tu, voilà, moi j'ai pas de voiture, parce que c'est extrêmement cher, j'ai pas tout ça, non, tout en bus locaux, à pied, en taxi de temps en temps, mais c'est un beau salaire. Bon, après quand t'as un projet à côté, c'est plus suffisant. Oui, parce que toi, le but, c'était quand même que tu mettes un peu d'argent de côté pour ton projet. Bah, en fait, en parallèle, c'est vrai que je cherchais un terrain à acheter. D'accord. En parallèle, donc, je travaillais et en parallèle, je cherchais mon lieu idéal parce que là, voilà, je l'avais décidé. Mon projet, je le ferai au Nicaragua. Allons-y, on verra bien ce qui se passe, advienne que pourra. Et du coup, en parallèle de toute l'année, on va dire fin 2019 jusqu'en juin 2020, où j'ai trouvé mon terrain, je cherchais quoi en parallèle. J'adore parler projet, entrepreneuriat, etc. Quels étaient tes critères justement pour chercher un terrain? Parce que ça doit pas être évident quand même de définir. Alors que les papiers soient légaux, premier. Très compliqué en Amérique latine, je pense. Hein, voilà. Et qu'il y ait de la surface parce que je souhaite avoir des animaux, enfin des gros animaux style chevaux, quoi. J'aimerais bien avoir 2-3 chevaux hâles. Donc il y a quand même un peu de surface et être en altitude. Je voulais pas être au bord de la mer parce qu'il fait genre méga chaud et pas trop loin de Managua parce que c'est quand même là où il y a il y a les quelques bons hôpitaux du pays. Donc je voulais, pour le fait d'être en partenariat avec des médecins, etc., c'était important pour moi d'être pas trop loin de Managua. J'ai trouvé ma perle rare. Alors au début je cherchais quelque chose de 3-4 hectares et finalement j'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé plus petit, mais avec une maison. Il y avait la maison dessus qui était construite. Très chouette petite maison. Et un peu plus tôt, tu disais qu'en France, monter un projet comme ça, c'est compliqué. Là, est-ce que tu dirais qu'au Nicaragua, ça paraissait plus simple ou au contraire, ça t'a paru encore plus compliqué? Au Nicaragua, ce qui est plus simple, c'est le début. C'est-à-dire que tu peux te lancer, tu peux même, hein, là, très honnêtement, on pourrait là accueillir de manière non officielle des personnes en situation de handicap, leur proposer de la thérapie, de la médiation avec les animaux, parce que j'ai déjà des animaux, j'ai pas les chevaux, ânes, etc., mais j'ai déjà chat, chien, lapin, poule, donc il y a largement de quoi faire. Mais j'ai envie de faire les choses bien. Et là, j'ai envie de prendre ce que m'a appris la France. Et on a envie, je suis pas toute seule à penser comme ça. Mon ami nicaraguayen, je lui ai un peu dit, bon, écoute, on va pas faire tout à l'arrache, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'arrache au Nicaragua, c'est chouette. Et en même temps, pour des projets aussi grands, en fait, c'est un projet sur le long terme, donc il faut des bases solides. Donc là, pourquoi je rentre en France, c'est pour mettre de l'argent de côté, pour faire tout le côté légalisation du projet. Voilà, qui coûte de l'argent. Hein. Moi, il va falloir que je demande ma résidence aussi en rentrant, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit, hein, une résidence au Nicaragua. Donc voilà, c'est simple de se lancer en fait. C'est ça. De se lancer, de débuter. En fait, en Nicaragua, j'ai rencontré beaucoup d'expats qui avaient des hôtels, des bars, etc. qui m'ont dit, tu vois si ça fonctionne et tu légalises après. Voilà. Et même l'avocat l'a dit, j'ai un avocat qui m'a dit, oui, vois si ça fonctionne. Et puis le jour où tu te rends compte que oui, ça te plaît, que tu légaliseras, prends pas trop la tête avant. Là, j'ai envie de légaliser. Là, j'ai envie. Ouais, non, mais je te comprends, moi. Enfin, je pense que je serais pareil que toi, mais du coup, c'est vrai que ça doit être quand même compliqué aussi de vouloir faire les choses correctement, mais du coup, t'es dans le feu de l'action, mais tu dois apprendre à freiner les choses. Et puis, il faut s'adapter aux mentalités au Nicaragua. Au Nicaragua, c'est très compliqué de se projeter. C'est très compliqué pour les Nicaraguayens de se projeter dans l'avenir. C'est un peu au jour le jour parce que c'est un pays pauvre. Et moi, je fréquente pas des personnes riches. C'est pour ça, voilà, que je te disais, moi, je me sens plus comme une immigrée. Parce que quand on pense expat direct, on pense niveau de vie de ouf. Et c'est pas la réalité de tous les expats. Et du coup, voilà, je fréquente plutôt des personnes pauvres. Hein, et c'est pas négatif quand je dis ça. Moi aussi, ouais, on en parlait. Je suis pauvre en termes de mon compte en banque, c'est clair. J'ai jamais été aussi pauvre, mais pourtant, j'ai jamais été aussi riche aussi en termes de nature. J'ai mon chez moi, quoi. Voilà, j'ai un toit sur ma tête, j'ai ma maison, enfin la ferme qui me donne quand même à manger un petit peu, etc. Mais du coup, ils ont une mentalité, ils pensent dans l'instant présent, quoi. T'as de l'argent aujourd'hui, tu dépenses aujourd'hui, quoi. Tu vois. Et du coup, ça, c'est compliqué parce que je suis un peu là-dedans aussi. Maintenant, j'ai un peu pris ce pli-là. Mais non, en fait, c'est pas possible parce que pour payer l'avocat dans 6 mois, pour payer ma résidence, il faut que j'ai de l'argent de côté parce que voilà, la résidence, il faut que tu aies de l'argent. Et de côté parce que tu vas mettre sur un compte l'équivalent d'un billet aller-retour, en fait, Nicaragua-France, sur un compte, quoi, que l'État va garder. Ils vont pas l'utiliser, mais si besoin, comme ça, hop, il y a l'argent. Donc, c'est quand même de l'argent en veille, quoi. Tu vois, ça coûte aller 1200, 1300 $ à mettre en veille, c'est quand même pas rien. C'est clair. C'est de l'argent. Ça coûte combien à peu près la résidence permanente au Nicaragua? Alors, résidence permanente, tu peux pas l'avoir tout de suite. Alors, peut-être sauf des passe droits. J'imagine que ça doit arriver. Je ne sais pas. Mais tu demandes une résidence temporaire de 1 an. Mais dernièrement,
il y a beaucoup d'expats, de résidents qui avaient leur résidence permanente, voilà, qui renouvelaient tous les 1 an depuis un bail, qui doivent maintenant la renouveler tous les 6 mois. Enfin bref, niveau politique, voilà, c'est pas très simple en ce moment. Après, si tu fais ce que demande l'État, t'as pas de problème. Attention, en tant qu'étranger, il y a aucun souci, on est hyper bien. Il n'y a pas de problème. Et du coup, tu vois, la résidence permanente de 1 an, je crois même plus qu'elle existe. Enfin, ça dépend, c'est un peu à la tête, quoi. Donc, ça peut être tous les 6 mois. Donc, alors, j'ai plus envie de te dire les bêtises. Il y a bon, il faut t'acheter des formulaires, mais c'est pas très cher. Tu vois, t'as des formulaires à acheter. J'aurais peut-être dû réviser mon sujet avant. Pas de souci. Mais quelques centaines de dollars. Alors, il y en a qui passent par des avocats, qui te font tout ça. Ouais. Mais très honnêtement, tu peux le faire sans avocat. Alors, c'est un peu relou. Voilà. Il faut aller, il faut se déplacer, etc. Mais ça se fait et tu économiseras, je pense, bien 1 500 dollars de frais d'avocat. Il y en a quelques-uns qui se font quand même plaisir. Et en fait, c'est ça, c'est que le gros à avoir, c'est qu'il faut que tu mettes sur un compte de l'État, je sais pas, l'équivalent d'un prix billet aller-retour, quoi. Nicaragua, France, ils te demandent ça. Ils te demandent 3 estimations de billets, puis ils te font une moyenne. Ils disent, OK, bah, tu nous dois 1 200 dollars. Intéressant. Voilà. Donc, alors évidemment, si tu renouvelles ta résidence, tu vas, c'est pas 1200 plus 1200 chaque année. Voilà, les 1200, ils restent là. Mais bon, bah pour moi, 1 200 dollars, c'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Ils ont pas genre un visa entrepreneuriat ou pour une personne qui veut monter un projet? Bah alors, le visa, la résidence, en fait, tu peux la demander selon différents critères. Si tu es retraité, c'est avec suffisamment on appelle ça là, de pension chaque mois, là, voilà. Si tu es femme ou mari de quelqu'un, d'une femme ou d'un mari qui gagne beaucoup d'argent, tu vois, qui peut t'entretenir, là, je sais plus comment on dit. Ouais. Si tu investis tant de milliers d'euros, si tu ouvres, voilà, par exemple, si tu es auto-entrepreneur, si tu ouvres une entreprise. Donc moi, je vais sûrement aller vers ce côté-là pour demander ma résidence. Mais du coup, est-ce que là, tu as aussi un minimum d'argent à avoir pour pouvoir demander ce visa? Bah, si tu es entrepreneur, non, tant que tu ouvres ton entreprise. Donc, tu ouvres ton entreprise. Après, voilà, nicaraguayenne, hein, l'entreprise, évidemment. Oui. Voilà. Donc, auto-entrepreneur, ça fonctionne. Donc, tout ça, c'est nicaraguayen. Voilà, en fait, si tu justifies d'une activité au Nicaragua, tu vois. Moi, là, quand j'avais mon visa de courtoisie, j'aurais peut-être pu la demander, mais en fait, ça servait à rien parce que mon visa de courtoisie était suffisant, c'était chouette. C'est clair. C'était finalement, et puis c'était gratuit surtout. J'avais pas besoin de payer. C'est clair. Mais du coup, te faire tous ces papiers, parce que j'imagine que c'est en espagnol. Oui. T'as pas trop de difficultés, ça va? Non, ça va. Maintenant, c'est bon. Puis si il y a quelque chose que je comprends pas, je regarde sur Google Traduction, quoi. Mais non, franchement, maintenant l'espagnol, je pense que je peux dire que je le parle couramment. L'espagnol du Nicaragua, en tout cas. Pas l'espagnol d'Espagne, mais voilà. Mais alors, je sais pas si je peux le préciser, il y en a beaucoup d'expats qui vivent en fait en visa tourisme à l'année. Donc c'est un peu risqué. Mais en fait, tu as le droit donc à 90 jours donc dans la zone C4. Mais bon, si tu sors pas du Nicaragua, tu as le droit donc à 3 mois au Nicaragua. Tu peux faire une prolongation de 3 mois en allant, donc sans sortir du pays. Donc tu as 6 mois finalement. Donc, finalement, voilà, tu peux avoir 6 mois dans le pays. Et après, en fait, ils font des border run là. Hop, ils vont au Costa Rica. Touk, tu fais l'aller-retour. Bon, avec le Covid, c'est un tout petit peu plus long. Avant, tu le faisais dans la journée, en 1 heure, c'était plié. Mais maintenant, voilà, il faut un test PCR, etc. Donc, tu t'organises comme tu veux. Mais voilà, on va dire qu'en 2 jours, c'est fait, quoi. Tu sais, il y en a qui faisaient ça. Et j'ai rencontré des personnes au Mexique aussi qui faisaient ça. Et d'ailleurs, ils payaient même des gens pour faire le border run. Mais moi, psychologiquement, je pourrais pas vivre comme ça. Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Bah moi, en fait, par exemple, moi, la première, qui investit de l'argent quand même. Hein, la ferme, voilà, c'était certes moins cher qu'en France, mais c'est pas gratuit. Et j'ai toujours ce stress, quoi. Quand je passe la frontière, j'ai toujours ce stress. Donc, c'est pour ça que là, même là, en y retournant dans quelques mois, voilà, s'ils me posent des questions, bon, il y a une chance sur 10 que ça arrive, mais s'ils me posent des questions, je dis, bah voilà, écoutez, tac, j'ai ce projet, vous voyez, je vais apporter mes documents tout traduits comme il faut, voilà, vous voyez, je vais demander ma résidence, etc., blablabla. Voilà. Donc, mais oui, moi aussi, je suis d'accord. Là, ça commence à me stresser, donc c'est pour ça que je veux aussi me légaliser, moi, au Nicaragua. Et pour faire une autre parenthèse sur la résidence permanente, je tiens quand même à souligner que moi, au Canada, elle a pris plus d'1 an, que je l'ai raté. J'ai essayé de le faire toute seule. Il y a eu un bug parce que du coup, j'avais travaillé aux États-Unis et il y a des choses que j'ai pas fait correctement, donc j'ai dû faire appel à un avocat qui, oui, coûte de l'argent, mais je t'assure qu'il m'a sauvé la vie. Donc, mais franchement, moi, enfin, si j'avais de l'argent, je m'en mettrais pas. Hein. C'est ça. Très honnêtement. Si j'ai l'argent, si vous avez l'argent, mais faites-le, quoi. Dans n'importe quel pays, vous prenez pas la tête. Bah, évidemment. Quand tu vois ce que ça te soulage mentalement et en termes de temps, tu dis que finalement ça les vaut en fait, même si ça coûte cher, ça les vaut quand même. C'est ça. Mais oui, alors comme tu l'as dit, il faut mettre de l'argent de côté, quoi. Voilà, c'est moi je dis ça, en fait, c'est juste parce qu'il y a des personnes qui profitent un petit peu et qui vont te dire si, passez par nous. Oui, il faut faire attention. Ouais. Voilà, non, il y a beaucoup de choses au Nicaragua que tu peux faire absolument seul et qui se passent extrêmement bien juste quand t'es bien guidé, quoi.
Voilà. Après, c'est vrai que voilà, moi, par exemple, mettre 900 € dans un avocat, là, très clairement, je préfère mettre 900 € dans l'arrivée de mon cheval, son installation, etc. et faire tout, moi, à côté. Clairement. Mais s'il y a l'argent, évidemment, là, si je gagne au loto en étant en France, bien sûr que je paierai un avocat pour faire tout ça. Clairement, clairement. Mais là, du coup, donc même si c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter dans l'avenir, enfin dans le futur, comment tu vois un peu les choses dans les mois qui arrivent? Alors, je travaille beaucoup là en France dans le handicap. J'ai retrouvé parce que c'est ça en fait. J'ai été 2 ans enseignante au lycée français, donc c'était un boulot alimentaire quand même qui me permettait d'être au Nicaragua et quand même de bien gagner ma vie pour le niveau de vie. Mais ça me plaisait pas. Et en fait, je crois que la vie est trop courte pour s'embêter à travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas. Et travailler dans le handicap au Nicaragua, il y a plein de boulots en fait qui n'existent pas au Nicaragua. Donc, style de l'accompagnement à domicile et être payé 15-20 $ de l'heure, c'est pas possible. Donc, et comme là, mon projet ne me rapporte pas d'argent parce que on en est au début, on en est encore à la phase de construction du projet, d'adoption des animaux, de construction des salles d'activité, etc. Il n'y a pas eu 36 000 choix en fait. C'était soit j'étais prof de français, donnais des cours de français ou de soutien scolaire au lycée aux gamins des lycées riches, quoi, là, des lycées privés au Nicaragua, travailler 50 heures par semaine et franchement pas gagner des masses, ou rentrer en France, travailler dans ce que j'aime, le handicap, me refaire l'expérience aussi, attention, parce que en fait, il y a un moment, j'ai fait une pause de 2 ans, donc c'est bien de s'en mettre dedans. Carrément. Et je travaille à fond, quoi. Là, je veux dire, ça me dérange pas. Là, la semaine prochaine, cette semaine, je vais travailler 50 heures cette semaine, 55 heures. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est chouette parce que j'aime ça. Et je sais pourquoi je le fais. Je sais que le soir, je suis contente et je sais que cet argent, ce sera pour mon projet. Donc là, je vise de travailler 6 mois à fond. Et après, on verra. Après, je rentre au Nicaragua, évidemment, parce que tout ça me manque terriblement. Mes petits loulous me manquent, mes animaux me manquent terriblement, tout ça. Avec mes parents, d'ailleurs, ils vont découvrir le projet, la ferme. Et après, on verra. Franchement, on verra. Parce que là, du coup, t'es retournée chez tes parents? Ouais. Là, j'ai la chance d'être logée pour pas dépenser de l'argent. Voilà, en loyer, si j'avais dû dépenser, j'aurais dû m'organiser. Enfin bref, c'est une autre organisation. Là, je participe aux frais, etc. Mais pas à loyer, quoi. J'ai la chance de pas avoir à payer 700 € de loyer. Mais c'est ça. Mais tu sais que moi, je l'ai fait là il y a quelques mois. Je suis rentrée chez mes parents 2 mois. Et j'en parlais encore récemment avec une amie qui essaye de lancer son projet, mais elle se met tellement une pression financière parce qu'elle a un appartement à payer, etc. Et je lui disais, mais en fait, il n'y a aucune honte de retourner chez ses parents s'ils ont la possibilité de nous accueillir. Quand tu sais que ça te permet de mettre de l'argent de côté pour avancer dans ton projet, il faut arrêter d'avoir cette honte. C'est pas parce que, moi, je vais avoir 36 ans. Si demain je dois retourner chez mes parents, j'ai aucune honte là-dessus. Et ceux qui comprennent pas, tant pis pour eux, en fait. Tant pis. Oui, évidemment, moi, ça m'est traversé l'esprit, quoi. Je me suis dit, oulala, surtout que là, avec le Covid, j'étais pas rentrée pendant 2 ans. J'avais ma petite vie, quoi, indépendante, etc. Mais la cohabitation se passe super bien. En fait, je suis ravie de les voir parce qu'ils m'avaient quand même beaucoup manqué. Finalement, je les avais pas vus pendant beaucoup de temps à cause du Covid, notamment. Mm-hmm. Et en fait, je travaille beaucoup, donc je suis pas tout le temps là. Donc, en fait, là, on a même, c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés aussi bien, finalement. C'est ça. Donc, merci à tous les parents qui nous écoutent et qui acceptent les filles un peu, comme elle m'a dit Charlotte dans l'épisode sur la Syrie. Son papa l'a surnommée le boomerang. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Ah ouais. Donc, merci à eux de toujours avoir une chambre pour nous. Oui, merci papa et maman. Là, clairement, je peux remercier. Oui, vraiment, tu as raison et de le souligner. Et c'est clair que là, sans eux, là, actuellement, ça aurait pas été comme ça, quoi. J'aurais pas pu envisager un retour aussi serein pour travailler à fond, etc. C'est ça. Non, génial. Franchement, génial. Mais écoute, c'est super. On arrive à la fin je pense, de l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé? Le Nicaragua, c'est un pays fabuleux. C'est un diamant brut, hors des sentiers battus. Oubliez le Costa Rica, venez au Nicaragua. Attention, parce que tu sais, la dernière fois, Tiffany m'a dit ça sur le Mexique et j'ai débarqué quelques mois après. Et comme j'ai pour projet d'arriver en Amérique centrale... c'est un pays incroyable. L'Amérique centrale, allez, on va dire au sens large, l'Amérique centrale est incroyable. C'est des diamants bruts. Oubliez un peu tout, il faut oublier nos réflexes occidentaux, etc. C'est hyper important. Y aller ouvert d'esprit, parler aux gens. Faut pas s'attendre parce que en fait on est étranger, que les gens ils vont venir nous aider spontanément. Je veux dire, est-ce que vous le faites à Paris, c'est ce que j'aime bien dire. Est-ce que vous en France vous allez aider tous ceux qui ressemblent à des touristes? Non, donc bon. Tu sais, des fois on se dit ça à l'étranger, quoi. Style, ils sont pas très accueillants. En même temps, est-ce que toi, dans ton pays, tu fais ça, tu vas accueillir tous ceux qui ressemblent à des touristes? Bon, bref. Voilà, donc, franchement, Nicaragua, c'est vraiment le pays des lacs et des volcans. Et il y a des volcans actifs. Tu peux voir un lac de lave, volcan Masaya, incroyable. T'as une île volcanique dans un lac d'eau douce, incroyable. Enfin, quand tu réfléchis, c'est incroyable, quoi. Une île dans un lac d'eau douce et l'île, elle est constituée de 2 volcans.
fou. Enfin, c'est un pays. Mais ça te fait magique. pas un peu peur, ça, justement? Un volcan, pas tant que ça, c'est plutôt les séismes là et les ouragans. J'ai acheté en juin 2020, novembre 2020, 2 ouragans qui nous arrivent dans la tronche avec quand même eu des dégâts. La maison restée debout, mais on a eu pas mal de dégâts, arbres tombés, etc. Donc ça fait un peu bon. Du coup, il faut construire solide. Et pas, tu vas pas construire la Tour Eiffel, quoi. Tu vas pas construire un immeuble de 50 étages. C'est clair. Et les séismes. Et là, tu peux rien. Hein. Un petit peu, mais pas trop en fait. J'ai pas trop réfléchi. Je crois que les filles, foncez. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de voyager, même si c'est un voyage de 3 jours en Italie, mais faites-le quoi. C'est clair. Si vous avez envie de tenter l'expérience, par exemple d'aller vivre 3 mois au Mexique, mais faites-le. Enfin, foncez en fait. Rien n'est réversible. Moi, par exemple, si mon projet se plante, je peux toujours essayer de revendre. Et au pire, si j'arrive pas à revendre, j'aurai ma maison au Nicaragua. Tant pis, il y aura pas de personnes en situation de handicap. Enfin, vous voyez, je crois que ce qui est important, c'est rien n'est réversible. C'est clair. Tu peux changer en fait, je crois. Moi, je suis persuadée de ça. Donc, foncez. Et le voyage, je crois que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire. Je crois. J'adore. Franchement, j'adore et je suis sûre que je ne sais pas quand, mais je te croiserai au Nicaragua. Peut-être que c'est facile. Peut-être que d'ici là, on arrivera à rouler les R. Vous êtes tous les bienvenus chez moi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu veux en parler, mais j'ai cru voir sur ta page Instagram, tu fais aussi appel à des dons. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont riches et qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Otro Mundo, voilà. Le projet s'appelle Otro Mundo, Nicaragua, donc Autre Monde. Parce que je trouve que ça c'était quand même assez simple de le comprendre en français le jour où je ferai une antenne Otro Mundo en France. Ce jour arrivera. C'est bien de penser comme ça, d'avoir une vision. Ah bah oui. On fera des échanges avec des personnes en situation de handicap françaises qui auront au Nicaragua et inversement. Génial. Donc voilà, Otro Mundo Nicaragua, des donations. Après, on propose des tours de café aussi, donations libres, à la bonne franquette. Disons, pour ceux qui sont au Nicaragua, ça permet de faire une activité sympa et de nous aider. Voilà, ça permet de payer la nourriture des poules, quoi. C'est déjà génial. C'est déjà ça. C'est déjà ça le prix. Il n'y a pas, exactement. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite aide. Au Nicaragua, tu l'apprends, ça je l'ai appris. Chaque centime est important. C'est clair. On mettra le lien de ta page Instagram dans la description du podcast. Avant que je te pose les questions de fin, j'aurais dû rebondir quand tu m'as parlé justement du partenariat qu'il y avait entre les pays d'Amérique centrale, parce que d'ailleurs c'est représenté sur le drapeau. J'adore parler des drapeaux des pays quand je fais une interview, parce que du coup le drapeau du Nicaragua il est super sympa. J'invite ceux qui nous écoutent à jeter un œil si vous savez pas à quoi il ressemble. Mais en gros t'as une bande blanche, 2 bandes bleues. Donc la bande blanche, elle représente l'union entre l'Amérique du Nord et celle du Sud, et le bleu représente l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Donc ça c'est cool aussi, t'as les deux mers de chaque côté, ouais. Et dessus il y a aussi un triangle. Autour il y a écrit República de Nicaragua, Amérique centrale. Il y a 5 volcans et chaque volcan représente un pays d'Amérique centrale, donc le Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica. Ensuite il y a un bonnet phrygien. Je sais pas si ça se dit comme ça, phrygien. Oui, c'est ça. Ouais, inspiré de la Révolution française, qui représente la liberté. Donc ça m'a un peu surprise, mais il y a un arc. C'est ça. Il y a un arc. J'ai l'impression que la France, elle est partout. Hein. Dans tous les pays, à chaque fois que j'étudiie, elle débarque à un moment donné. C'est incroyable. On est un peu relou. On est un peu. C'est clair. On a essayé de conquérir le monde à un moment donné. C'est fou quand même. L'arc-en-ciel qui symbolise l'avenir radieux du pays, donc c'est top. Et ensuite, il y a les mers qui sont aussi représentées devant et derrière les volcans. Et encore une fois, ça représente les différents océans. Donc ça, c'est fou. Donc écoute, je vais te poser les petites questions de la fin. Donc la première, qui est donc, si aujourd'hui Lauriane pouvait se passer un message en 2018, alors qu'elle allait s'apprêter à partir prendre ce vol direction un peu partout, hein, l'Amérique centrale. Amérique centrale, qu'est-ce que tu te dirais? Vas-y. Je crois, en fait, n'aie pas peur. Et puis advienne que pourra. Ouais, franchement, je crois que je referai pareil. Ouais. Et peut-être en ayant un peu moins peur, en étant un tout petit peu plus sûre de moi, mais en même temps. Mais de toute façon, je trouve que c'est intéressant quand on sort de sa zone de confort, on est obligé d'avoir des peurs. Et même si on se dit arrête d'avoir peur, tout va bien se passer, t'as quand même ces peurs irrationnelles qui sont là. Mais c'est ok parce que justement c'est ça qui nous permet d'avancer aussi. Ouais, en fait peut-être ça. Au début, mais finalement très très vite en fait, quand t'es balancé tout seul, je me rends compte, c'est pas du tout pour jeter des fleurs ou pas me jeter des fleurs, mais en fait quand t'es tout seul, t'as pas que d'autre choix d'aller en fait. Donc peut-être stresse un peu moins et profite plus de ta famille avant. Allez, peut-être, pourquoi pas.
Ben non, je crois que je dirais vas-y quoi, enfin, et un peu, tout va bien se passer. Comment on dit en espagnol, tu vas bien se passer? Todo va a estar bien. Ah, magnifique, j'adore tellement. Et bah super, et donc pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Ma chanson préférée de tous les temps qui n'a rien à voir avec le Nicaragua, avec l'Amérique centrale, avec le handicap, rien du tout, c'est la bande son originale de L'enfance d'un chef. C'est un film sur l'Himalaya, non mais qui date de il y a 20 ans je pense. Le film en fait c'est Himalaya, l'enfance d'un chef, et la chanson, ma chanson préférée de tous les temps, c'est La mort de l'Apka. C'est incroyable, c'est une chanson népalaise qui est incroyable, qui a été faite par Bruno Coulet. Et elle me transporte. Je crois que je l'aime d'amour depuis que je l'ai écoutée. Voilà. Bah écoute, j'ai réécouté ça parce que j'en ai jamais entendu parler. Il faut l'écouter à fond avec un casque, tu vois, en mode immersion. Tu fermes les yeux et juste ça te prend au trip. Elle est aussi belle que triste, elle est aussi joyeuse que triste aussi, je sais pas. Voilà. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour cette incroyable expérience que tu as partagée sur Fille Expat. Et puis je te souhaite plein de réussite pour ton projet. C'est vraiment incroyable ce que tu fais, donc bravo. Merci à toi. Surtout, merci à toi de donner la parole aux femmes. Et oui, en tant que femme célibataire seule dans un pays latino, on peut y arriver. Exactement, on peut y arriver. Et je crois que justement, ça force le respect et parfois, ça peut même nous aider finalement. C'est clair, c'est clair. Et bah super. Et ben, je te dis à très vite au Nicaragua. Carrément. Nos vemos allá. On se voit là-bas.